On considère ici la fonction xêta définie sur 1 ouvert plus infini. Et on nous demande alors de montrer cette relation-là pour S strictement plus grand que 1. Remarque importante, la fonction qui à t associe cette quantité-là est une fonction continue par morceau sur 1 fermé plus infini et négative sur 1 fermé plus infini. Par conséquent, peut-on en même temps montrer l'existence de l'intégrale et manipuler sa valeur en se contentant de s'approcher de plus infini d'une manière particulière. Et comme la fonction partie entière est constante sur chaque intervalle n plus 1, fermé en n, ouvert en n plus 1, où n est un antinaturel supérieur ou égal à 1, on va, dans un premier temps, travailler sur l'intégrale de 1 à grand N de cette fonction-là. Et on arrive alors facilement à cette expression-là de cette quantité-là. Quand on fera tendre grand N vers plus infini, cette quantité-là nous donnera exactement S sur S-1. Il nous faut donc maintenant relier cette somme finie-là à une somme partielle qui est reliée à la fonction xêta. Et pour cela, comme on a presque du télescopique, on va réellement créer du télescopique en disant que le n qui est ici, c'est n plus 1 moins 1. On va donc écrire cette somme-là sous cette forme-là. Et on a alors ici une somme télescopique qui nous donne ce terme-là moins celui-là, et ici cette somme-là qui est directement liée à la fonction xêta de Riemann. Et maintenant, en remplaçant cette somme-là par cette expression-là, on va avoir cette expression-là de cette intégrale-là. Et maintenant, c'est fini. D'un seul coup, on va pouvoir justifier la convergence de cette intégrale et cette relation-là. En effet, S étant strictement plus grand que 1, cette intégrale-là possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini. Il en est de même pour cette somme-là et il en est de même pour ce terme-là. Par conséquent, cette quantité-là possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini, et ceci suffit pour dire que cette intégrale-là converge, étant donné que t donne cette quantité-là est une fonction continue par morceau et négative sur 1 fermé plus infini. On a donc maintenant justifié l'existence de cette intégrale-là. Et en passant maintenant à la limite dans cette relation-là, quand grand N tend vers plus infini, on obtient exactement la relation souhaitée. Maintenant, dans la question 2, il s'agit de montrer qu'une intégrale à paramètres est de classe C l'infini sur un intervalle. Pour cela, classiquement, on va commencer par introduire la fonction petit f à deux variables st ainsi définies sur ce domaine-là. Et pour répondre à la question, on va valider les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Pour chaque réel t de 1 fermé plus infini, S donne f de st est de classe C l'infini sur 0 ouvert plus infini, et on a alors ces expressions-là des dérivées successives des dérivées partielles de petit f par rapport à S. Ensuite, on pourrait, pour k égale 0, k égale 1, voire pour k égale 2, montrer que pour chaque réel S strictement positif, t donne cette quantité-là est intégrable sur 1 plus infini. Et ensuite, montrer alors ici, à partir de k égale 3, les hypothèses de domination sur ces fonctions-là. Et comme ici, le travail que l'on aura à faire sur l'hypothèse de domination sera la même, quel que soit l'antinaturel k considéré, on va directement montrer l'hypothèse de domination sur toutes ces fonctions-là, quel que soit l'antinaturel petit k, en notant que cette expression-là est également valide pour k égale 0. Mais avant d'attaquer l'hypothèse de domination, il faut dire préalablement que pour chaque antinaturel petit k et pour chaque réel S strictement positif, les fonctions
qui à t associe cette quantité-là sont continues par morceaux sur 1 fermé plus infini. Passons maintenant à l'hypothèse de domination que l'on va réaliser sur chacune de ces fonctions-là, et ce, quel que soit l'antinaturel petit k considéré. Il s'agit donc pour chaque antinaturel petit k déterminer une fonction phi indice k de t intégrable sur 1 plus infini pour laquelle on puisse écrire cela. Notez ici que comme couverture de l'intervalle 0 ouvert plus infini, on a pris tout simplement n'importe quel segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini. Remplaçons tout d'abord cette quantité-là par sa valeur. Et comme ici, on veut une fonction qui ne dépend pas de petit s, on pourra déjà recopier telle quelle toutes les quantités qui sont facteurs et qui ne contiennent pas de petit s. Or, quand on écrit 1 sur t à la puissance n plus 1 sous forme exponentielle, on se rend alors compte que quand t est un réel fixé dans 1 fermé plus infini, la fonction qui a s associe 1 sur t à la puissance n plus 1 est une fonction décroissante sur le segment AB. Par conséquent, peut-on écrire cette inégalité-là. Et on a maintenant ici une fonction majorante qui ne dépend pas des réels petits s. Reste maintenant à montrer qu'elle est intégrable sur 1 fermé plus infini. Et pour cela, on va faire ici quelque chose qu'il faut en général éviter de faire, c'est-à-dire on va modifier la fonction majorante en disant que t moins sa partie entière est toujours inférieur ou égal à 1. Et on prend donc désormais cette fonction-là comme fonction majorante. Et on montre classiquement qu'elle est intégrable sur 1 fermé plus infini en considérant un réel gamma quelconque compris strictement entre 1 et a plus 1. Et en considérant un tel réel gamma, on a alors que cette fonction-là, et ce, quel que soit l'antinaturel petit k considéré, est négligeable en plus infini devant la fonction 1 sur t puissance gamma, qui est une fonction intégrable sur 1 fermé plus infini. Et vu maintenant les hypothèses que l'on a validées, on peut dire que pour chaque réel S strictement positif et pour tout antinaturel petit k, t donne ces quantités-là sont des fonctions intégrables sur 1 plus infini, et on peut dire que cette fonction-là est définie et de classe C l'infini sur 0 ouvert plus infini, et on peut alors exprimer les dérivées successives de ces fonctions-là par rapport à S en dérivant cette quantité-là sous le signe intégral. Enfin, dans la question 3, on nous demande maintenant de montrer que xêta de S est équivalent en 1 à 1 sur S-1. Et ceci est évident vu la question 1. En effet, ce terme-là est équivalent quand S tend vers 1 à 1 sur S-1. Ce terme-là est équivalent à 1 et cette quantité-là possède une limite finie quand S tend vers 1 vu que cette fonction-là est continue sur 0 ouvert plus infini. Par conséquent, cette quantité-là est négligeable devant celle-là quand S tend vers 1. Par conséquent, xêta de S est bien équivalent quand S tend vers 1 à 1 sur S-1.